Bienvenue à tous à notre podcast à livre ouvert. Préparez-vous à plonger au cœur de l'histoire poignante de la sage-femme d'Auschwitz. On va décortiquer ce récit riche en émotions, en suivant le parcours d'Esther, une jeune sage-femme juive, et d'Anna, une sage-femme polonaise catholique. Leur destin entrelacé a eu lieu avant la guerre, les réunira dans l'enfer d'Auschwitz. Absolument. L'histoire débute en Pologne en 1939. Le monde est hors du précipice. Mais la vie suit son cours, avec un semblant de normalité. On découvre Esther et Philippe, qui tombent amoureux, échangeant des regards timides et des moments volés sur les marches de la cathédrale. Philippe toujours élégant avec sa kippa finement roulée, et Esther rougissant à chaque regard échangé. C'est une histoire d'amour naissante, pleine de douceur et d'innocence. Oui, et c'est d'autant plus poignant quand on sait ce qui les attend. Cette romance se déroule sous la menace grandissante de la guerre, et de l'antisémitisme qui se répand. C'est un contraste saisissant, comme si l'ombre du mal planait déjà sur leur bonheur. Exactement. Et c'est dans ce contexte qu'on fait la connaissance d'Anna. Heureusement mariée à Bartek, mère de 3 fils, elle exerce le métier de sage-femme, au début. Elle est plutôt naïve face à la situation, pensant que la guerre ne la touchera pas directement. Elle est dans sa bulle, avec sa famille et son travail. Justement, son métier de sage-femme, c'est un élément clé du récit. Elle représente la vie, l'espoir, la continuité. Et tout ça va être brutalement bouleversé par la guerre. Tout à fait. Le mariage d'Esther et Philippe est un moment de beauté et de joie pure, célébré dans la tradition juive. Mais cette lueur de bonheur est vite éclipsée par la nouvelle terrifiante de l'invasion allemande. Imaginez la beauté de la cérémonie, avec ses chants et ses rituels ancestraux, et soudain, cette annonce brutale qui vient tout briser. C'est comme si le destin s'acharnait sur eux. On sent déjà que la situation va basculer dans l'horreur. D'ailleurs, une question importante à garder en tête tout au long de notre exploration: comment peut-on conserver l'espoir et l'humanité face à une cruauté aussi inimaginable? C'est la question centrale du livre. On va suivre le parcours d'Esther et d'Anna, et voir comment elles s'accrochent à la vie, malgré les atrocités qui les entourent, leur force des caractères, leur solidarité, mais aussi leur métier de sage-femme, vont jouer un rôle essentiel dans leur survie. Passons maintenant à la deuxième partie. La vie dans le ghetto. La situation se dégrade rapidement pour la communauté juive de Eju. Ils sont forcés de quitter leur maison et de s'entasser dans les ghettos. Un quartier misérable, coupé du reste de la ville. Imaginez un peu. Des familles entières obligées de cohabiter dans des appartements minuscules. La promiscuité, la faim, la peur omniprésente. La vie devient un combat quotidien pour la survie. Et même Anna, qui pensait être à l'abri, est touchée par la barbarie du régime nazi. Les nazis l'obligent à quitter sa maison, au nom de la pureté raciale. Un argument absurde et cruel. C'est un moment clé, car elle aperçoit Esther à travers la clôture du ghetto. Et on comprend que son destin est désormais lié à celui de la communauté juive. Oui, c'est un tournant dans le récit. Ce bref échange entre Anna et Esther, à travers la clôture, est chargé de sens. Il symbolise à la fois la séparation et le lien indéfectible qui les unit. Et puis il y a cette rencontre terrifiante d'Anna avec un garde, qui la confronte à la violence du régime nazi. À partir de ce moment, elle ne peut plus rester passive. Absolument. Elle prend conscience de l'horreur de la situation et décide d'agir. Elle ne peut pas rester les bras croisés face à l'injustice qui se déroule sous ses yeux. C'est le début de son engagement. Elle va risquer sa vie pour aider Esther et la communauté du ghetto, en leur faisant passer de la nourriture et des médicaments. C'est un véritable acte de résistance, motivé par la compassion et le sens de la justice. Et ses fils, en particulier Alexander, s'impliquent aussi, malgré leur jeune âge. C'est touchant de voir cette solidarité familiale, ce courage face au danger. Ils risquent tout pour aider des inconnus, simplement parce qu'ils sont humains. Et puis, il y a cette scène bouleversante. La veille de Noël, où la famille Kaminski apporte de la nourriture au ghetto. On imagine la joie des enfants, le réconfort que représente ce geste pour les familles affamées. Mais en même temps, c'est un contraste saisissant entre l'esprit festif de Noël et la situation désespérée des Juifs enfermés dans les ghettos. C'est un moment fort en émotion, qui nous montre à la fois la solidarité dont certains font preuve et la cruauté du régime nazi. On sent que la situation ne cesse de s'aggraver et que le pire est à venir. Oui, ce geste y prend encore plus d'importance qu'on connaît le contexte. Malgré le danger, Anna refuse de rester les bras croisés. On entre alors dans la 4e partie du livre, le devoir d'une sage-femme, où l'on voit Esther de plus en plus sollicitée pour ses compétences de sage-femme dans le ghetto. Exactement. C'est une situation terriblement difficile. Imaginez. Esther doit faire face au manque de matériel, à la peur qui accompagne chaque grossesse dans ces conditions, à la malnutrition qui affaiblit les mères et les bébés. C'est un véritable défi. Et pourtant, elle s'accroche à sa mission, à ce devoir de donner la vie, malgré l'horreur qui l'entoure. Elle met en pratique les connaissances qu'Anna lui a transmises, trouvant des solutions ingénieuses face aux difficultés. On est frappé par sa résilience, sa force intérieure. C'est une lueur d'espoir dans ce contexte si sombre.
Pendant ce temps, Anna continue d'aider du mieux qu'elle peut. Son réseau de contacts s'étend à l'intérieur et à l'extérieur du ghetto. Elle prend des risques de plus en plus importants, devenant une véritable héroïne, prête à tout pour sauver des vies. Absolument. Et son courage est d'autant plus admirable qu'elle est constamment menacée. On voit d'ailleurs l'arrivée de nouveaux juifs dans les ghettos de Yehudu, provenant de ghettos liquidés. C'est un signe clair que la situation ne cesse de s'aggraver, que l'étau se resserre. Oui. Et on arrive à la 5e partie, déportation et séparation. Sans doute la plus déchirante du livre. Les déportations s'intensifient. Les rumeurs sur Chelmno et les camions à gaz se propagent. La peur et le désespoir s'emparent de la communauté. On sent que le destin est en marche et qu'il est impossible de lui échapper. Les familles sont confrontées à des choix impossibles. Rester et risquer la mort, ou partir vers une destination inconnue et terrifiante. Imaginez ce déchirement. Cette incertitude absolue. Et puis il y a l'arrestation d'Anna par la Gestapo. Ah oui, cette scène est terriblement angoissante. On découvre ses outils suspects, sa sacoche médicale, ses instruments de sage-femme. Elle est accusée de sabotage, de complicité avec les Juifs. Mais même face à la torture, elle ne craque pas. Elle refuse de trahir ceux qu'elle aide. Exactement. C'est un témoignage de sa force de caractère exceptionnelle. Et puis le destin s'acharne. Ruth, la mère d'Esther, est déportée. Esther tente désespérément d'intervenir, mais elle est violemment repoussée par les gardes. Ruth meurt sous ses yeux, victime de la cruauté gratuite des nazis. C'est un moment de pure barbarie. C'est bouleversant. On voit la violence du régime atteindre son paroxysme, avec la mort de Ruth, ce personnage si attachant, symbole de l'innocence et de la fragilité humaine. Et puis il y a ce moment terrible où Anna et Esther se retrouvent dans le même train, direction Auschwitz. Oui, c'est un moment de suspense insoutenable. La fin de cette première partie du livre nous laisse avec un sentiment de terreur face à l'inconnu qui les attend. On se demande comment elles vont survivre à l'enfer d'Auschwitz. Et c'est justement dans cet enfer qu'on plonge avec la 6e partie. L'arrivée en enfer. Le trait arrive à Auschwitz-Birkenau. Le chaos, les sélections, la vision terrifiante des crématoires. Anna, plus expérimentée, conseille à Esther de paraître en bonne santé pour éviter d'être envoyée directement à la mort. C'est une scène d'une intensité rare. On est plongé au cœur de l'horreur concentrationnaire. La déshumanisation, la violence omniprésente, la peur qui paralyse. Chaque minute devient un combat pour la survie. Elles réussissent à passer la sélection. Mais le cauchemar ne fait que commencer, le travail épuisant la saleté, les privations. Anna pourtant refuse de se laisser abattre. Elle continue de soigner les malades clandestinement, risquant sa vie à chaque instant. C'est incroyable cette force qu'elle trouve en elle. Oui, c'est un témoignage de son incroyable résilience. Anna s'accroche à sa mission de sage-femme. Même dans cet environnement hostile, elle représente une lueur d'espoir dans un monde de ténèbres. Et puis, on rencontre d'autres personnages, comme Schwester Clara, la capot cruelle et sadique. Et Fanny, une prostituée tatouée qui cache un talent artistique insoupçonné. Des personnages complexes, qui nous montrent la diversité des réactions face à l'horreur. Certains sombrent dans la cruauté, d'autres trouvent la force de résister, de s'accrocher à un semblant d'humanité. Exactement. Et au milieu de cet enfer, une lueur d'espoir apparaît pour Esther. Elle reçoit une lettre de Philippe, transmise par Mala Zimetbaum, une prisonnière qui organise un réseau de communication clandestin. C'est un moment fort en émotion, imaginez. Après des mois de silence, de doute, de peur, Esther reçoit enfin des nouvelles de son bien-aimé. Cette lettre est un symbole d'amour et d'espoir, qui lui redonne la force de se battre pour survivre. Oui, elle sait que quelqu'un l'attend, qu'elle n'est pas seule. Et puis, elle apprend qu'il y a des naissances dans le camp. Des moments de joie fugaces, mais qui rappellent que la vie continue malgré tout. Malgré l'horreur, la vie trouve un chemin. Mais Anna et Esther doivent prendre une décision déchirante. Tatouer les bébés pour les identifier. C'est un choix terrible, qui met en lumière le dilemme moral auquel elles sont confrontées. Faut-il marquer ces enfants innocents pour leur donner une chance de survie? Ou refuser de collaborer avec le système nazi? Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des choix impossibles. Et puis on fait la connaissance de Naomi, une jeune grecque qui rappelle à Anna et Esther leur amie Lia. Naomi est débrouillarde. Elle a une relation dangereuse avec un garde allemand. Et sa grossesse va mettre à l'épreuve les liens qui unissent les trois femmes. Naomi est un personnage fascinant, à la fois fragile et forte. Elle incarne la complexité de la nature humaine, capable du meilleur comme du pire. Même dans les situations les plus extrêmes. On arrive à la 8e partie. Résistance et perte. La résistance s'organise dans le camp, avec des actes de défiance, des vols de nourriture et de médicaments, et une solidarité qui se renforce entre les prisonniers. Mala Zimetbaum joue un rôle clé dans ce réseau clandestin. C'est un aspect important du récit. On voit que même dans l'enfer concentrationnaire, l'esprit humain ne se laisse pas totalement dompter. Il y a cette volonté de survivre, de lutter contre l'oppression, de préserver un semblant d'humanité. Oui, mais cette résistance, elle est souvent payée au prix fort. Mala est arrêtée et condamnée à mort. Elle refuse de se laisser briser.
et choisit de mourir dignement. Anna l'aide à mettre fin à ses jours, un acte de compassion déchirant dans ce contexte d'horreur absolue. C'est un moment tragique qui nous montre jusqu'où peut aller la barbarie du régime nazi. Mala devient un symbole de courage et de dignité face à l'oppression. Et puis, il y a la naissance du fils de Naomi Isaac, un petit être fragile qui vient au monde dans cet enfer. C'est un moment de joie, mêlé de peur, car on sait que les nazis s'intéressent de plus en plus aux bébés ariens. Effectivement, le destin d'Isaac devient une source d'angoisse constante. On sent la menace qui pèse sur lui, le danger qu'il représente pour le régime nazi. On arrive ensuite à la 9e partie du livre. La fin approche. L'avancée des Alliés se fait sentir. Mais paradoxalement, la violence nazie s'intensifie. Les déportations et les liquidations s'accélèrent. On est partagé entre l'espoir de la libération et la peur d'être exterminé avant l'arrivée des libérateurs. C'est une période de tension extrême. On sent que le régime nazi est aux abois, prêt à tout pour effacer les traces de ses crimes. La survie des personnages devient un véritable défi contre la montre. L'évacuation de Birkenau est chaotique et brutale. Les prisonniers sont forcés de marcher dans des conditions épouvantables. C'est la marche de la mort, un dernier supplice infligé par les nazis à leurs victimes. Et pourtant, même dans ce chaos, on voit des actes de compassion. Anna fait preuve d'une incroyable humanité envers Clara, sa tortionnaire, qui est à son tour victime de la violence du régime. C'est une scène forte, qui nous montre que même dans les situations les plus extrêmes, la compassion peut survivre. Anna refuse de céder à la haine, même envers celle qui l'a fait souffrir. Absolument. Et puis il y a ce moment terrible, où l'on découvre des enfants abandonnés dans les baraquements en feu. Anna les sauve des flammes, leur offrant un moment de réconfort et de sécurité. Un geste héroïque qui nous rappelle que l'espoir peut renaître même au milieu des cendres. Enfin, la libération arrive. Mais elle est teintée de tristesse et d'incertitude. Oui, la joie de la liberté. Elle est mêlée à la douleur des pertes subies et à l'angoisse de l'avenir. Comment reconstruire sa vie après une telle épreuve? Comment retrouver un sens à son existence? C'est une question qui nous sent tous, je crois. Après avoir plongé dans ce récit poignant, on se demande comment on peut garder espoir face à une telle barbarie. C'est ça la force de ce livre. Il nous montre que même au cœur des ténèbres, l'humanité peut subsister, grâce à des actes de courage, de solidarité et d'amour. Et exactement. La sage-femme d'Auschwitz est un témoignage bouleversant sur la résilience de l'esprit humain et sur le pouvoir de l'espoir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On espère que cela vous a donné matière à réflexion. À bientôt pour un nouveau podcast à livre ouvert.